Cette table ronde va tenter de répondre à ces questions et de clarifier pourquoi et comment évaluer l'impact et l'efficacité des outils pédagogiques dans une démarche scientifique. Pour échanger et réfléchir à cette question, donc importante à plusieurs titres et avec des enjeux multiples, la place de la science, de la recherche, de la démarche scientifique, comme celle de l'utilité des études d'impact et des évaluations. Donc, on a le plaisir d'accueillir Clémence Laubu, qui est chef de projet recherche à JPAL Europe pour le programme Innovation, Données et Expérimentation. Et donc, Clémence Laubu, vous avez également travaillé à la DEP, à direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons également Margot Reuel, docteur en sciences cognitives. Donc, vos travaux de recherche ont porté sur l'étude des relations entre le cerveau et l'apprentissage, avec un accent sur les processus d'acquisition des mathématiques. Vous êtes chef de projet scientifique chez Évidence B. Et également Moustapha Touahir, qui est secrétaire général du conseil d'évaluation de l'école. Vous avez une formation de statisticien économiste et vous avez également une connaissance fine de l'ADEP et de l'INSEE. Donc, vos différences d'éclairage vont permettre d'appréhender ce sujet pour en délimiter des contours, la démarche et voir l'intérêt de ces études d'impact qu'il va falloir définir dans un premier temps. Donc, peut-être en ouverture, je vais vous proposer donc à vous trois une même question qui va permettre de comprendre aussi l'intérêt ou en tout cas la transposition concrète pour les enseignants. Pourquoi, selon vous, est-il enrichissant donc, pour les personnels de l'éducation nationale de participer à des études d'impact? Donc, c'est vrai dans le contexte qui n'est plus vraiment le contexte du début d'année, cette question s'est posée, puisqu'il y a eu beaucoup d'évaluations en début d'année, ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc, cette question-là, je pense, va susciter l'intérêt des concernés sur le terrain. Voilà, je vous remercie. Alors, je peux vous proposer peut-être là où peut-être aller de manière aléatoire. Margot Reuel, si vous voulez ouvrir le bal. Merci. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une position assez particulière parce que je viens de la recherche et puis maintenant, je vous présente un peu plutôt les outils numériques. Et donc, bon, de ma position, il y a deux éléments qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est que en tant que dans ma casquette recherche, c'est toujours très intéressant de voir comment les recherches peuvent aboutir dans une école, dans une classe, comment ça est utilisé, comment c'est pris en charge. Et donc, c'est toujours très intéressant d'avoir le retour des enseignants, le retour d'un outil dans une classe, parce que c'est un milieu qui est particulier, chaque classe est un peu différente. Les élèves, quand ils sont en classe, se comportent de façon différente que dans un milieu de laboratoire ou dans un milieu très, très contrôlé. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que, en tant que prof, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un dialogue avec des chercheurs, pouvoir remonter des problèmes, pouvoir remonter des éléments. Et puis, c'est vrai que s'il y a un élément qui peut être assez enrichissant de la part des enseignants, de comprendre certains mécanismes, comprendre certains outils, et puis faire partie du dialogue avec la recherche. Et je laisse d'autres intervenants et d'autres positions. Clémence, peut-être vous voulez continuer sur l'aspect recherche. Oui, très bien, avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, pour prendre la parole dans le cadre de ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Non, pas du tout. Alors, quelqu'un ne dit pas du tout, mais j'ai vu des acquiescements. Sur cette thématique, je pense que déjà, c'est important peut-être de redéfinir un petit peu les termes et de revenir sur ce qu'on entend exactement par impact. Évaluation même de manière générale. L'objectif, c'est de pouvoir construire avec rigueur une connaissance scientifique et de pouvoir s'interroger sur les effets réels d'un dispositif, d'une innovation dans un cadre pédagogique.
quand on parle d'impact, on fait appel à une notion de causalité. Donc on s'intéresse vraiment à quels sont les effets précis d'un dispositif sur, les apprentissages des élèves, sur, tout un tas d'autres dimensions. Parce que ce webinaire s'appelle, Terrain innovant. Ce terme d'innovation, il est important. On n'innove pas juste pour innover, on innove dans un objectif de faire progresser les élèves et donc mettre en place ces évaluations d'impact et mesurer l'impact de dispositifs innovants, c'est nous assurer que les innovations, elles permettent effectivement d'atteindre, leurs objectifs. Tout ça, ça peut se baser, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des expériences, mais participer à des évaluations d'impact, ça permet de produire une connaissance scientifique sur laquelle on pourra derrière baser nos pratiques. Heu, on peut se poser la question, je sais pas, par exemple, est-ce que, une pédagogie, Montessori, est la pédagogie qui ferait le plus progresser les élèves? Donc il y a pas d'évaluation d'impact rigoureuse qui permet de nous assurer des effets de ce type de pédagogie sur les apprentissages des élèves. En fait, on n'est pas vraiment en mesure de savoir si cette pédagogie-là va nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de vraiment faire progresser nos élèves. Donc participer à des évaluations d'impact, en fait, c'est participer à la production de connaissances, et du coup d'enrichir, derrière le système éducatif, en général, en ayant, comme ça des informations, basées sur, des données probantes, sur des informations probantes qui permettront dans un but général d'amélioration du système éducatif. Merci. Eh bien, peut-être du coup, Mustapha Touahir, si vous voulez répondre également. Volontiers. Merci aussi de l'invitation. Pour compléter ce qui a été dit, je dirais que l'intérêt pour des enseignants de participer à des études d'impact, c'est aussi de développer une culture de l'évaluation qui est celle effectivement qu'on cherche à développer au Conseil d'évaluation d'école. Donc depuis 2020, pour information, on a mis en place une évaluation exhaustive de tous les établissements du second degré et du premier degré, à laquelle sont invités à participer toutes les communautés éducatives. C'est-à-dire que quand un collège est évalué, il participe à la réflexion les personnels de direction, mais aussi les enseignants, les élèves, les parents. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas évident d'appréhender toutes les difficultés méthodologiques que soulève une étude d'impact. Quand je veux regarder l'effet d'une action, je suis confronté parfois à des biais de sélection, parce qu'en fait, les personnes qui ont bénéficié d'une action en fait, ont été triées d'une manière ou d'une autre, et donc ils vont avoir des résultats meilleurs que les autres élèves, mais c'est peut-être uniquement un effet de sélection. Et en fait, il y a plein d'autres effets qui peuvent biaiser les résultats d'une étude d'impact. Et je dirais que pour les enseignants, c'est une manière aussi de prendre en compte, de s'approprier toutes les difficultés méthodologiques qui sont celles d'une étude d'impact rigoureuse, sachant que très souvent, on fait avec la réalité du terrain et on doit composer avec des biais. Donc, on pourra rentrer dans le détail de manière plus concrète sur quels sont les biais et comment finalement j'arrive à m'approprier quand même des résultats et à les faire parler dans un cadre qui ne soit pas trop extrapolé, qui reste limité à des choses tangibles et qu'on puisse effectivement étayer. Merci. Vos propos, là, les deux derniers propos, donc Clémence Lobu et Monsieur Mustapha Touahir, ça rejoint finalement la première question, est un petit être méthodologique et de définition qu'on pourrait vous poser, peut-être de définir peut-être un peu plus précisément ce qu'est l'étude d'impact. Alors moi, qui ne suis pas forcément une experte, mais peut-être du coup un peu à l'image peut-être de la profession enseignante, quelle différence, ou y en a-t-il ou pas d'ailleurs, entre étude d'impact et évaluation? Parce qu'effectivement, le terme évaluation, on l'entend ces dernières années beaucoup dans l'éducation nationale, dans ce champ-là. Parfois aussi, ce terme est décrié, donc peut-être définir étude d'impact et évaluation. Les objectifs, la Clémence Lobu, vous y avez répondu en partie. Peut-être revenir sur les objectifs des études d'impact. Donc, vous avez parlé de production de connaissances et au service des progrès des élèves. Donc, bon, est-ce qu'il y aurait d'autres objectifs? Et
peut-être une question aussi, donc je la pose tout de suite, puisque ça a été évoqué également dans votre propos, Monsieur Touahir, sur justement comment on peut, quelles sont les principales difficultés à surmonter pour garantir que les évaluations reposent sur des données rigoureuses, scientifiquement valides, mais tout en étant adaptées aux réalités du terrain scolaire. Donc, est-ce que peut-être, Clémence, je vous invite peut-être à commencer, si vous voulez bien répondre. Oui, avec plaisir. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, sur évaluation versus étude d'impact, je pense que évaluation, c'est un terme qui est beaucoup plus large, qui inclut aussi bien les évaluations qui sont réalisées par la direction statistique du ministère quand ils font passer des évaluations pour avoir une idée du niveau des élèves, que des évaluations pour lesquelles on va vouloir identifier les effets. À mon sens, mais peut-être que Moustapha, en étant à la tête du conseil de l'évaluation de l'école, a une idée plus précise de ce qu'il entend exactement par évaluation. Nous, le E de idée, qui veut dire expérimentation, s'apparente plus à ce qu'on pourrait appeler une étude d'impact, où là, il y a vraiment intrinsèquement la notion de causalité. Et donc, ça renvoie à ce que disait Moustapha à l'instant sur la relation entre sur l'importance d'éliminer tous les biais quand on veut mesurer les effets d'un dispositif. Je reprends l'exemple de la pédagogie Montessori, mais je pourrais en prendre tout un tas d'autres. Si on compare simplement des enseignants qui mettent en place cette pédagogie-là avec des enseignants qui ne la mettent pas en place, peut-être qu'on va voir que les élèves des enseignants qui mettent en place la pédagogie Montessori ont de très bons résultats, alors que les élèves des enseignants qui ne mettent pas en place cette pédagogie ont de très mauvais résultats. On pourrait conclure, sur la base de ces observations, que la pédagogie Montessori semble avoir des effets très importants. En fait, si on creuse un petit peu la question, on peut se dire, mais en fait, qui sont ces enseignants qui mettent en place cette pédagogie? Peut-être que ce sont des enseignants plus jeunes, peut-être que ce sont des enseignants qui sont renseignés sur les pédagogies qui sont aujourd'hui promues, ou qui sont, je sais pas, il peut y avoir différents mécanismes à l'œuvre, mais en tout cas, intrinsèquement, ce sont des enseignants qui sont différents de ceux qui ne mettent pas en place la pédagogie Montessori. On pourrait se dire exactement la même chose d'enseignants qui utilisent le numérique versus des enseignants qui n'utilisent pas le numérique. Intrinsèquement, ce sont des enseignants qui sont différents. Et donc, quand on compare les résultats de leurs élèves, on ne peut pas isoler l'effet du dispositif qu'on évalue, la pédagogie Montessori, le numérique, de tous ces autres facteurs qui viennent brouiller la mesure. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de rigueur dans les évaluations qui sont réalisées. C'est pour ça notamment qu'au sein du programme IDE, donc qui veut dire Innovation, Données et Expérimentation en éducation, on promeut des évaluations d'impact randomisées. Et ce concept de randomisé, il cherche justement à répondre à cette problématique-là. Ce qu'on promeut, c'est la construction d'évaluations au sein desquelles les dispositifs sont répartis aléatoirement, et c'est à ça que fait écho la randomisation. Imaginons qu'on a 300 enseignants qui sont intéressés par un dispositif. On dit à 150 d'entre eux, bon, on va vous inciter à mettre en place le dispositif, on va vous distribuer gratuitement l'outil numérique qu'on va évaluer. Les 150 autres enseignants n'y auront pas accès, ou y auront accès dans un second temps. Et ça, c'est fait de façon aléatoire. Et ça nous permet de nous assurer que la seule différence qu'il y a entre nos deux groupes, c'est que certains utilisent le dispositif et d'autres n'utilisent pas le dispositif. C'est la seule différence qu'il y a en moyenne. Et donc, quand on va comparer les résultats des élèves au bout d'une année scolaire, par exemple, on pourra s'assurer que les différences qu'il y a en termes de résultats sont entièrement liées à l'utilisation de ce dispositif et pas à d'autres choses comme la motivation intrinsèque des enseignants ou ce genre de choses. Sur les résultats, du coup, je pense que déjà d'avoir des informations sur qu'est-ce qui permet d'améliorer le système éducatif, ça me semble être un résultat déjà assez intéressant. Sur les contraintes, je pense que ça fait écho un petit peu aux chiffres que je viens de donner. La méthodologie que nous, on met en tout cas en avant pour vraiment, si on veut être en mesure d'identifier les effets, on est tout de suite sur des tailles d'échantillons qui sont quand même conséquentes. Ça peut être une contrainte importante pour la mise en place de ces évaluations. Et un autre enjeu qui est souvent mis en avant, c'est celui de la temporalité, puisqu'il y a le temps politique et le temps de la recherche, ça devient presque c'est quelque chose qu'on dit très fréquemment, mais
Le temps de la recherche est évidemment différent de celui du temps politique. Et donc, c'est aussi dans ce sens que l'acculturation me semble effectivement un point très important, que les enseignants et les décideurs politiques constatent qu'il peut y avoir un délai nécessaire avant qu'il y ait des réponses qui émergent de la communauté scientifique. Merci Clémence. Je vois que Margot, vous souhaitez compléter. J'allais dire que je me permettais de rebondir aussi un peu par rapport à ce que Clémence a dit, qui était très complet. C'est aussi que, c'est vrai que les études d'impact ont souvent une visée, ça dépend desquelles, mais ont souvent une visée de publication scientifique. Et un résultat scientifique n'est pas forcément le même de le résultat que vont voir les enseignants dans leur classe. C'est souvent, ça s'apparente, mais souvent, lorsqu'on fait une étude d'impact, on a un où on évalue un peu le niveau qu'ont les élèves au début, et puis un poste qui est on évalue leur niveau à la fin de cette étude, et que du coup, souvent, on espère qu'il y a une amélioration lorsqu'on leur a donné un outil numérique, lorsqu'on leur a donné une nouvelle méthode, quelque chose de différent. Après, c'est ce pré et ce poste. Dans le cas de Clémence, c'est souvent apparenté avec, par exemple, des évaluations nationales, mais c'est un snapshot, c'est pas forcément ce que va voir l'enseignant dans sa classe, etc. On espère, et c'est ce qu'on veut, mais c'est pas forcément exactement la même chose. Et ça aussi, ça peut être intéressant en tant qu'enseignant de voir comment est-ce que cette évaluation qui peut-être un délai bien précis, comment ça se traduit dans ma classe, comment ça se traduit en déclic, en un élément qui permet d'avancer dans le classe. Merci. Peut-être, oui, Mustapha, je vois que vous voulez également intervenir. Alors, peut-être je vais me permettre d'insérer une petite question supplémentaire à votre début de réponse. Comment, parce que c'est en lien peut-être plus que Margot et Clémence avec le terrain, en fait, avec les établissements scolaires, comment favoriser cette collaboration entre les chercheurs en sciences d'éducation, entre la recherche et les enseignants sur le terrain, parce que finalement, c'est la question de l'évaluation, c'est aussi faire rentrer la recherche dans les établissements et leurs résultats. Comment favoriser cette collaboration, du coup ? Je dirais en organisant des séminaires comme vous le faites, entre autres, et en s'appuyant en fait sur des relais, sur des personnes qui, notamment, je pense aux EAFC en fait, en académie, mais plus généralement donc à la formation initiale, à la formation continue, et en s'appuyant aussi sur les démarches qui existent. Encore une fois, pour développer cette culture de l'évaluation, en fait, ça va de pair avec effectivement une capacité à s'intéresser à ce que fait la recherche, aux productions qui sortent régulièrement. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Clémence, effectivement, donc sur les études d'impact. Moi, j'ai l'impression que quand on parle d'études d'impact versus évaluation, en fait, on est sur une question effectivement plus fermée et on s'attend en fait à une réponse un peu binaire. Ça a un impact ou pas en référence à une action dont on pense effectivement qu'elle peut être à l'origine de certains effets. Alors que l'évaluation telle qu'on l'entend, en fait, que ce soit pour l'évaluation de politique publique ou l'évaluation d'un établissement, en France comme à l'étranger, renvoie vraiment à une vision globale. C'est-à-dire que, par exemple, en France, quand un établissement est évalué, il n'y a pas de notation, il n'y a pas de résultat binaire qui dirait c'est bien ou c'est mal. Et donc, voilà, donc le mot d'évaluation, je dirais, est plus arrondi, en fait, et en fait, a plusieurs sens et peut être interprété de différentes manières. Un point aussi sur les biais, ils sont nombreux. Je dirais, il y a des questions d'éthique. Clémence a évoqué le fait de pouvoir dire à certaines personnes, vous allez bénéficier du programme tout de suite, d'autres vont devoir attendre. Là, pour une expérimentation de ce type, on pense que les biais éthiques sont contenus. Mais si on est par exemple sur l'attribution d'une bourse pour des étudiants qui seraient dans le besoin et qu'on voulait, selon les canons, je dirais, de l'évaluation de politique publique, avoir une expérience randomisée, là, c'est plus compliqué de dire, bon, il y a des étudiants qui vont avoir l'aide
et d'autres qui l'auront plus tard. Donc effectivement, c'est l'idéal, l'expérience randomisée. On n'est pas toujours en capacité politique, éthique de la mener. Et par ailleurs, même quand on part sur cette expérience randomisée, on a d'autres biais qui s'ajoutent, notamment le biais d'observation, le biais d'expérimentation, lié au fait que je sais que je participe à une expérimentation et donc je suis très motivé. Et alors, je pense par exemple aux internautes sourdins qui sont une initiative très forte. En fait, c'est compliqué de contrôler le biais lié au fait que les élèves, bon, ils vont être dans un internat avec des moyens très importants et donc une motivation, une adhésion au projet qui fait que même à caractéristiques identiques, ils ne sont pas complètement identiques à des élèves qui auraient pourtant un niveau scolaire proche, parce que souvent, la variable de contrôle la plus importante, c'est le niveau scolaire, en fait. Quand on regarde la progression des élèves, c'est quand même le point le plus important à contrôler, parce que l'output qu'on regarde en général, c'est la progression des élèves. Et le niveau d'un élève en sortie d'un dispositif dépend en premier lieu de son niveau à l'entrée. Je dirais, il y a d'autres variables qui peuvent jouer, le sexe, etc. Mais la variable la plus importante, ça reste le niveau scolaire. Et un dernier point peut-être, avant de repasser la parole, pourquoi s'intéresser aux études d'impact? En fait, c'est effectivement produire de la connaissance, mais c'est aussi s'approprier les bonnes pratiques. Alors, chaque établissement est différent, mais c'est important de savoir ce qui a été prouvé, parce que ça peut orienter ma pratique sur le terrain. Alors effectivement, je dois composer avec le contexte qui est le mien, avec les élèves qui ne sont pas ceux de l'établissement d'à côté, mais une recherche complète qui mettrait en avant les conditions dans lesquelles la recherche a été produite et les résultats ont été observés, permettent ensuite aux enseignants de se dire, compte tenu de ma situation, est-ce que je pense que le redoublement, par exemple, est pertinent pour ces élèves, alors que les études me disent que les effets sont mitigés, par exemple. Donc, c'est aussi une manière de s'approprier les résultats et d'orienter aussi, ensuite de donner des idées de pratiques pédagogiques sur le terrain. Merci Mustapha. Donc Margot, de la même manière, je vais me permettre d'intercaler un début de question et vous laisser évidemment compléter. Margot, vous pourrez, après avoir complété, peut-être nous présenter des études d'impact peut-être qui ont été menées aux États-Unis pour qu'on se rende bien compte peut-être aussi de comment d'illustrer un petit peu ce propos. Ce que vous venez de dire, Mustapha, et ce qui a été aussi dit auparavant sur la question des biais, moi, m'évoque un peu une question, justement. Est-ce que tous ces biais-là que vous évoquez, qui sont des biais sociaux ou de genre, enfin, divers et variés, est-ce que ça ne s'oppose pas, justement, à une rigueur scientifique? Dans quelle manière, voilà, comment on peut dépasser ces biais pour arriver à des résultats scientifiques? Donc, Margot, si vous voulez... Oui, alors justement, j'allais rebondir sur ce que disait Mustapha en parlant de l'international, notamment les États-Unis. Il y a, et aux États-Unis, c'est un très très grand pays avec chaque district et chaque département a un peu ses pratiques, mais il y a il y a une grande volonté de la part du gouvernement d'impliquer la rigueur scientifique dans tout ce qu'on apporte dans l'école, dans tous les outils que l'on apporte. Et donc, ils ont mis en place certaines stratégies, une certaine charte pour tout outil, que ce soit numérique, mais aussi tout dispositif à l'école, qui est ça s'appelle le ASA. Et du coup, il y a une certaine charte qui détermine si certains éléments, certains outils, certaines pratiques ont eu... alors, non, il faut déjà qu'il y ait eu une étude d'impact, mais que cette étude d'impact ait fait ses preuves. Et donc, pour faire ses preuves, il y a un certain nombre de critères. Il y a le nombre de participants, il y a la force statistique, entre guillemets, des éléments, le fait que c'est un protocole qui soit rigoureux. Donc, vous parliez de biais. C'est à la fois, est-ce que on s'assure qu'il n'y ait pas de biais à la fois dans la population qu'on étudie, que, par exemple,
Clémence en parlait, que lorsqu'on met en pratique quelque chose dans un certain groupe, un groupe par exemple expérimental, que le groupe contrôle ne soit pas d'un niveau socio-économique plus bas, ou qu'il y ait beaucoup plus des disparités de genre entre les deux groupes, etc. Mais il y a aussi certaines pratiques, on parlait du fait qu'il y a certaines questions éthiques aussi, ça fait en parler, le fait qu'il y a à la fois, il y a un contrôle où on leur dit souvent de ne rien faire pendant une période de temps, mais on peut avoir aussi un contrôle, ce qu'on appelle actif, où on leur donne quelque chose d'autre à faire qui n'est pas forcément, qui permet d'évaluer aussi, par exemple, leur motivation. Donc, si on leur donne un outil numérique dans le groupe expérimental, on sait que les élèves, si on leur donne un ordinateur, si on leur dit, tenez, on vous donne quelque chose de nouveau, et souvent leur motivation est un peu augmentée. Et du coup, c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle un contrôle actif, où les élèves, on leur donne quelque chose, mais ça n'a pas forcément un lien avec ce qu'on évalue, et du coup, ça permet de mesurer le fait que, est-ce que c'est vraiment juste parce qu'on a donné un ordinateur à un élève, ou est-ce que c'est parce que cet outil est réellement utile. Donc voilà. Et du coup, oui, pour revenir à l'international et aux États-Unis, chaque outil numérique, chaque protocole, chaque outil pédagogique tend à avoir des études scientifiques rigoureuses qui montrent leurs preuves, parce que c'est devenu maintenant devenu tellement fondamental que c'est devenu un peu un business, où il faut absolument que notre outil a une certaine rigueur et fait ses preuves. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aussi à la question par rapport au biais et la rigueur scientifique, mais ce que je peux dire très rapidement, c'est que c'est vrai qu'on sait qu'il y a certains biais. On essaye souvent de les minimiser en s'assurant que chaque groupe ait les mêmes répartitions socio-économiques, etc. C'est vrai que la réalité du terrain est peut-être un peu différente, parce que on peut pas, c'est pas nous qui choisissons nos classes, mais il y a des études qui justement étudient ces choses-là spécifiquement. Je me Merci, permets Margot. de rebondir. Je me permets de rebondir, peut-être aussi en écho avec ce qui a été dit avant, sur déjà peut-être un petit point sur les formations qui effectivement, à mon avis, sont fondamentales pour que les enseignants puissent à la fois être acteurs dans ces processus d'évaluation, d'études scientifiques, mais aussi qu'ils aient bien toutes les clés pour s'approprier les résultats dans un second temps. On a lancé au sein du programme IDE un MOOC qui est actuellement en ligne, qui s'appelle «L'éducation informée par la recherche, une introduction aux évaluations d'impact». Et donc c'est un parcours en ligne pour outiller les enseignants dans leur compréhension des résultats issus de la recherche. Donc ça, j'invite toutes les personnes intéressées à aller explorer ce MOOC qui, d'un point de vue très intéressé et me semble très pertinent. Par ailleurs, sur les limites qui ont été évoquées, aussi bien éthiques que la question du biais d'observation, puisque effectivement, le propos, c'est pas forcément de se dire que tout a vocation à être évalué via des évaluations d'impact randomisées, mais peut-être qu'entre le faible nombre d'évaluations randomisées qui existent aujourd'hui et une évaluation d'impact randomisée qui évaluerait tout le temps, partout, il y a un entre-deux intéressant à trouver, et justement un échange à avoir entre les chercheurs et les décideurs politiques sur l'identification des questions de recherche qui sont les plus pertinentes. Parce que Margot évoquait à l'instant les outils numériques, qui, à mon avis, sont typiquement des outils très intéressants à évaluer, et sur lesquels, typiquement, il y a encore un questionnement sur la preuve de leur efficacité. Et donc de se dire, plutôt que de déployer des outils à grande échelle, des coûts très importants pour le public,
on va plutôt s'assurer de l'efficacité de tel dispositif avant de le dispenser à tous. Ça me semble éthiquement entendable. Après, sur la notion des bourses, effectivement, on est sur une frontière où il y a évidemment des discussions, mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'objets qui peuvent être étudiés via ces méthodologies-là, sans qu'il y ait ces enjeux éthiques. Sur la question du biais d'observation, je pense que ça, c'est une question qui est fondamentale et qui est présente même largement au-delà des évaluations d'impact. Quand l'ADEPE fait passer des évaluations aux enseignants ou elle leur demande d'indiquer quelles sont leurs pratiques pédagogiques, bon, c'est certain qu'il y a des biais dans la manière dont les enseignants répondent, ce sont des questionnaires auto-rapportés, voilà, ce sont des résultats, mais je pense que ça fait partie de la démarche scientifique aussi d'être transparent sur les outils qui ont été utilisés, comment est-ce qu'ils ont été utilisés, quelles sont leurs limites, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on ne peut pas en tirer. Au-delà j'évoquais la notion de disjonction entre la temporalité politique et la temporalité de la recherche. Je pense qu'il y a aussi un discours à avoir entre recherche et politique, enfin, une discussion à avoir sur qu'est-ce qu'on peut vraiment faire dire des résultats de recherche et accepter que parfois les résultats ils sont plus nuancés, où on dit on trouve des effets positifs dans telle situation, mais pas dans telle situation, on trouve des petits effets, là c'est pas statistiquement significatif, là on a des effets dans telle situation, là ça en fait pour par exemple des raisons que Margot évoquait, là sur le terrain on avait ces limites là et donc c'est une réponse à laquelle là avec les informations qu'on a on peut pas répondre. Et donc je pense qu'il y a aussi un échange à avoir sur les limites de la recherche et aussi bien du côté de la recherche un peu d'humilité et aussi bien du côté des décideurs politiques d'accepter que la recherche a ses limites et ne peut pas répondre à toutes les questions systématiquement. Et du coup, je pense qu'avec tout ça, j'ai oublié quelle était la question. Mais sur des exemples internationaux, je ne sais pas si ça s'adressait spécifiquement à Margot ou si c'était de manière plus générale, mais effectivement, je pense que sur les évaluations d'impact randomisées, c'est quelque chose qui est maintenant bien plus systématique dans d'autres systèmes éducatifs, même si on a quand même la chance en France d'avoir une direction statistique qui produit énormément de données qui sont fiables et qui peuvent être mobilisées par les acteurs de la recherche. Et donc, il me semble que ça peut être disons qu'il y a énormément d'éléments facilitateurs pour qu'on puisse mettre en place des évaluations d'impact en France. Maintenant, il reste à ce qu'il y ait une impulsion plus forte et que ça puisse se mettre en place de façon plus systématique sur le terrain. Merci. Oui, Moustapha. Je veux bien rebondir sur les deux interventions, notamment sur celle de Margot, peut-être en faisant une analogie avec le monde de la médecine, finalement, dans lequel les expérimentations sont incontournables. Et en fait, comme Margot évoquait le biais d'observation, effectivement, on peut le contrôler. Et en fait, c'est le placebo, en fait, le fait de donner un ordinateur sans le programme qui va avec. Et donc, en médecine, on a, je dirais, une grande expérience parce que voilà, quand on veut vérifier, faire un diagnostic précis et ensuite savoir si un médicament est efficace ou non, on a des méthodes qui ont été éprouvées. Et l'analogie, je la filerai aussi en fait en citant un dicton que citent souvent les médecins, qui est celui du bruit de couloir. En fait, quand on entend un galop dans le couloir, c'est possible que ce soit un zèbre, mais il y a une forte probabilité que ce soit un cheval. Et en fait, quand on fait des études d'impact, il faut quand même garder le bon sens. Et vous évoquiez la difficulté de contrôler tous les biais de genre. Effectivement, c'est pas évident de tout contrôler, mais je dirais, les études statistiques montrent quand même que certaines variables sont incontournables et ont des effets plus importants que d'autres. Et à un moment donné, il faut aussi faire confiance à l'intuition, et c'est là que le terrain, je dirais, prend tout son sens. On a plein de variables en France. Effectivement, on a un système statistique qui est très riche. On a beaucoup de données sur les élèves, sur leur milieu social, leur niveau scolaire. Et donc, on a les moyens de contrôler a priori ou a posteriori le fait que deux échantillons sont comparables. Et ça permet effectivement ensuite de se dire, je vois un effet très important entre ce groupe-là et celui-ci. Bon, j'ai le droit de penser que c'est lié à la mesure que je suis en train d'étudier. Et en fait, à un moment donné, ce n'est pas une science exacte. Hein, on est obligé de convoquer, je dirais, le bon sens et de dérouler un raisonnement, je dirais, qui soit cohérent. Et c'est aussi une manière de contourner les difficultés, c'est
avoir un raisonnement logique qui soit perçu comme tel aussi par les autres, parce qu'il faut que ce soit accepté. Je voulais aussi rebondir sur ce que disait Laurence sur la temporalité et sur la nuance en fait que peuvent parfois présenter des résultats de la recherche. En fait, je combinerai les deux pour dire que parfois la nuance est dans la temporalité. Je m'explique. Si on prend le cas du redoublement, par exemple, on sait qu'à très court terme, les études le montrent, c'est efficace en fait. On refait ce qu'on a fait l'année précédente. Bon, l'enseignant qui voit l'élève refaire son année de sixième, légitimement peut dire bon, ça a un effet, et la recherche le dit également. Et en fait, quand on change de temporalité, on commence à avoir des résultats plus nuancés. Alors, du coup, le politique, effectivement, est parfois sur un temps plus court. Mais ce qui est sûr, c'est que la question de la temporalité est très importante. Et là, je reviens aux études d'impact. En fait, la question des impacts, c'est aussi la question de la pérennité des impacts. Et parfois, il faut accepter qu'on a des résultats à court terme qui sont peut-être très significatifs, mais qu'à long terme, ça l'est moins. Donc, le cas du redoublement est en fait assez symptomatique, parce que si on prend l'enquête PISA, par exemple, on a une France qui est moyenne, finalement, dans PISA. La France se démarque par des inégalités sociales très fortes, mais en niveau moyen, la France est moyenne. Et en fait, les élèves de seconde, ceux qui sont à l'heure à 15 ans, sont très bons. En fait, ils sont au niveau des meilleurs, des pays les plus performants. Et ceux qui sont à la traîne statistiquement, ce sont les élèves qui sont en troisième, qui sont en retard. Et donc, on a des éléments pour juger des effets sans doute limités du redoublement. Mais l'enseignant peut ne pas avoir cette vision de long terme. Et là, je ferai le lien avec quelque chose qu'on porte de manière très forte au Conseil d'évaluation d'école, qui est le suivi des élèves dans le temps, le suivi de cohorte. Parce que pour juger des effets, il faut regarder dans la durée ce qui s'est produit. Et alors, c'est intéressant de voir pendant l'année ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est quand même, est-ce que mes élèves ont acquis les fondamentaux qui leur permettent de poursuivre des études conformes à leurs ambitions. Et aujourd'hui, grâce aux données statistiques très riches dont on dispose, on est capable, en théorie, on n'y est pas encore, mais de suivre les élèves avec l'INE de l'entrée dans le système éducatif, donc en maternelle, jusqu'à la sortie de l'enseignement supérieur. Alors après, avec tous les garde-fous qui vont bien, et que le service statistique public que je représente, parce que j'étais formé à l'INSEE, propose. Mais c'est important d'avoir cette vision de long terme, c'est-à-dire mes élèves, j'attends le fin mot d'histoire pour savoir si les programmes dont ils ont bénéficié ont porté leur fruit ou pas. Ça n'empêche pas d'avoir un avis à court terme, mais avoir en tête que l'histoire n'est pas finie, en fait. Donc, sur la temporalité et la nuance, je combinerai les deux pour dire que la nuance est parfois dans ces différentes temporalités. Merci. Justement, j'ai une question qui s'adressait à vous, donc si vous pouvez compléter. Donc, le CE, donc, qui joue un rôle clé dans l'évaluation des politiques éducatives en France, comment est-ce qu'on peut garantir que ces évaluations qui sont menées soient rigoureuses scientifiquement, mais aussi pertinentes dans la diversité des contextes scolaires partout en France? Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques qui sont mises en place justement pour prendre en compte les réalités locales et les disparités socio-économiques, par exemple, ou pas du tout, en fait? Et quelle raison au choix fait? Alors, en fait, il y a deux niveaux de réponse. Que le CE est garant du cadre d'évaluation des établissements scolaires, donc des écoles d'une part, des établissements de second degré d'autre part. Et là, en fait, on a un cadre qui explique comment la démarche doit se déployer, et avec une charte de déontologie, par exemple, que signent les évaluateurs externes qui vont se déplacer dans un collège pour l'évaluer. Et derrière, il y a des formations qui sont proposées par les académies, auxquelles évidemment nous on participe. Et donc, on s'assure que les évaluations qui sont conduites respectent certains critères, en particulier quand les évaluateurs externes finalisent leur travail, il y a une phase de contradictoire. C'est-à-dire que l'établissement a le droit de réagir et invité, je dirais même, à réagir sur la base des conclusions qui lui sont présentées en disant mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous pointez là-dessus. Donc, il y a de la formation, mais je dirais, nous, on est plutôt à un niveau macro
on définit le cadre sur la base notamment de ce qui se fait à l'international. Et ensuite, on fait confiance aux équipes, au terrain. On leur dit quelles sont les données à utiliser, des données de l'éducation nationale, mais aussi des données de l'INSEE, parce que l'INSEE produit beaucoup de données sur les territoires. Aujourd'hui, on a des données sur des carreaux de 200 mètres qui vont nous indiquer le taux de pauvreté. Et donc, on peut appréhender le secteur dans lequel le collège est implanté. Donc, on fait tout ce travail-là pour s'assurer que les évaluations sont de qualité. Ensuite, s'agissant des évaluations plus systémiques, là, le Conseil d'évaluation d'école a mis en place des comités techniques d'évaluation dans lesquels on réunit à la fois des décideurs, donc la DGESCO par exemple, qui est membre, des académies, des collectivités territoriales qui portent aussi, qui ont la compétence éducation sur le terrain. On met aussi autour de la table des experts, donc évidemment l'ADEP, des inspecteurs, des personnes de l'inspection générale, des experts de l'OCDE, de différents organismes de recherche. Et en fait, ces comités techniques d'évaluation, dans leur fonctionnement, vont rédiger des appels à projets de recherche, et ce sont eux qui vont garantir que les évaluations qui sont conduites par les chercheurs sont conformes aux standards de qualité qu'on attend. Donc, on est dans ce fonctionnement. Le CE ne fait pas d'évaluation en propre, mais il s'assure effectivement que les évaluations qui sont conduites et celles qui vont ensuite porter auprès du terrain sont de qualité. Je conclurai juste en disant que par ailleurs, on fait un gros effort pour inciter à l'auto-évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation rigoureuse scientifique, c'est très bien, c'est même indispensable. Mais l'auto-évaluation avec le bon sens du terrain, c'est aussi très bien. Et on travaille en ce moment notamment sur l'évaluation des constellations, des plans français et mathématiques, avec ce système de formation tout à fait innovant et des enseignants qui s'observent dans les classes. Et là, on a mis à disposition une boîte à outils en disant aux formateurs, vous pouvez déployer tel questionnaire. Les enseignants peuvent être sensibilisés, c'est ce que disait Margot, il me semble tout à l'heure, au fait de mesurer le niveau des élèves avant le déploiement de l'action et de le mesurer après, en fait. Parce qu'ils ont assisté à une formation, ils ont peut-être changé leur manière d'enseigner la résolution de problèmes, et ils ont le droit de faire un test avant, un test après. Et donc, on est aussi dans cette stratégie, encore une fois, de développement professionnel qu'on a observé d'ailleurs au Maroc. On est allé au Maroc où il y a un dispositif d'école pionnière qui est mis en place avec un rapport à l'évaluation qui est extrêmement intéressant, avec des pré-tests, des post-tests sur des temps assez courts dont les enseignants s'emparent et qui visent effectivement à s'approprier la démarche évaluative. Merci. Et est-ce que, alors peut-être pour vous, Clémence, est-ce qu'il y aurait des recommandations pour que les résultats des évaluations scientifiques puissent influencer des pratiques pédagogiques sur le terrain, ou qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet par rapport justement à ce que vous avez pu évaluer, évaluer de l'évaluation? Bon, déjà, il y a ce point de l'acculturation qu'on a beaucoup évoqué. Il me semble qu'il y a également un sujet par rapport à justement cette démarche au sein même de la classe pour les enseignants. On est actuellement en train de finaliser un kit avec le conseil scientifique de l'éducation nationale pour justement outiller les enseignants dans à la fois l'appropriation des résultats de la recherche et puis comprendre comment est-ce qu'à leur niveau, même si effectivement ils ne peuvent pas mettre en place une évaluation d'impact randomisée à grande échelle, ils puissent déjà s'interroger sur leur pratique au quotidien, sur qu'est-ce qui existe comme résultat dans la recherche, et en fait guider leur pratique par l'épreuve. Il me semble qu'il y a toute cette démarche-là qui est intéressante et qui passe essentiellement par de la formation. Et puis ensuite, il y a un besoin d'acculturation aussi à d'autres niveaux, c'est-à-dire que les enseignants peuvent faire cette démarche, mais il faut aussi qu'à d'autres échelons de l'éducation nationale, il y a un intérêt et une impulsion en faveur des évaluations d'impact rigoureuses, qu'il y ait une interrogation qui soit portée par le ministère, de savoir, voilà, quand on soutient un dispositif, quand on met en place
des recommandations, s'assurer que c'est fondé sur des preuves scientifiques, ou alors si on finance des outils numériques, nous assurer qu'il y a aussi une part du financement qui va être allouée à cette évaluation d'impact. Ça, c'est peut-être une des contraintes qu'on n'a pas évoquées pour tout ça, c'est la question du budget. Mettre en place ces évaluations scientifiques, c'est quelque chose qui coûte cher. Il y a des chercheurs qui sont disposés à le faire en France, mais il faut pouvoir leur en donner les moyens. Et donc il y a la nécessité d'accorder des financements spécifiquement sur ces sujets-là. Est-ce que Margot, vous souhaitez compléter sur cette question, sur ce point-là? Sur le point de l'acculturation. Oui, des préconisations peut-être, vu que vous avez aussi un regard un peu porté sur l'international, peut-être que du coup, parfois comparé avec ce qui se fait dans d'autres pays, peut aussi apporter des éclairages un peu différents ou un petit pas de côté. Voilà, donc peut-être avec votre connaissance de l'extérieur. Oui. Je pense que ce qu'on présentait à la fois Moustapha et Clément, c'était très très complet. C'est vrai qu'à l'international, ça dépend des pays, et puis je pense que c'est différent. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, comme je te disais, il y a cette un peu structure qui fait que même les outils numériques doivent faire leurs preuves, et toute pratique doit faire leurs preuves avant d'atterrir dans l'école. Et qu'il y avait ce que j'avais trouvé ça assez intéressant, c'était que même les publications sont précisées et sont vulgarisées, entre guillemets, pour que les enseignants puissent comprendre, cette étude a été menée dans quel milieu socio-démographique, comment il a apporté ses preuves, est-ce que cet outil peut être utile pour moi, dans ma classe, dans mon environnement, dans ma pratique. Mais voilà. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes, donc je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Je n'ai pas regardé le chat, mais c'est des questions. On avait dit qu'on prenait quelques questions. S'il y avait des questions, peut-être qu'on peut laisser un peu de temps. On a déjà quelques questions, donc je vais commencer par lire les premières. Il y avait une question relative à l'indépendance des instances qui participent ou qui réalisent les évaluations ou les études d'impact. Également, peut-être un peu dans la lignée, la question des lobbyistes dans les sphères ministérielles pour laisser de la place à la recherche. Excusez-moi, je n'ai pas lu encore toute la question. Il y a aussi une question peut-être un peu plus pratico-pratique sur comment les enseignants peuvent participer à des évaluations et des études d'impact. Je pense, sans trop dévoiler de choses, il y a une petite actualité, donc on peut peut-être aussi informer les enseignants qui souhaiteraient embarquer sur les dispositifs en cours ou à venir. Déjà ça fait questions, puis on prend. N'hésitez pas à poser vos autres questions, qu'on les traite. Si je peux répondre déjà à ces premières questions. Je pense que sur la question de l'indépendance des instances, c'est tout l'intérêt justement de mobiliser des acteurs de la recherche qui sont rattachés à des laboratoires en France et qui, par leur statut d'enseignant-chercheur, en fait, sont payés par les universités pour réaliser de la recherche et donc sont indépendants je sais pas, par exemple, des entreprises qui mènent des évaluations. Donc ça, il y a des partenariats qui existent entre des laboratoires et des directions des ministères pour mettre en place des évaluations qui sont indépendantes. Il y a un certain nombre de prérequis pour assurer de la fiabilité et de la qualité des résultats, notamment sur les évaluations d'impact. Ce qui est attendu, c'est que tout le protocole de recherche soit publié en amont et soit rendu public, et que tous les résultats de la recherche soient publiés, quels que soient les résultats, que les résultats soient négatifs, nuls ou positifs. Donc il y a un certain nombre de critères, et puis ensuite que les résultats soient publiés dans des revues avec des comités de lecture.
Sur la question de la participation à des études d'impact, nous, on accompagne plusieurs études en ce moment qui recrutent des enseignants qui voudraient participer à des études d'impact. Donc, s'il y a des personnes intéressées, qu'elles n'hésitent pas à écrire un message sur le formulaire de contact du site d'idées. On sera ravis de pouvoir les orienter vers des études d'impact qui correspondent à leur niveau scolaire et à leur éventuelle discipline. Merci Clémence. Moustapha, vous avez le micro Oui, éteint. oui, exactement, merci. Je voudrais compléter sur l'indépendance des instances pour rappeler que le Conseil d'évaluation de l'école en fait, a été créé notamment à la suite d'un rapport de la Cour des comptes qui indiquait qu'il manquait en France une instance véritablement indépendante d'évaluation du système éducatif. Alors l'ADEP, c'est le service statistique ministériel en fait, qui est une direction du ministère, mais qui est surtout un service statistique ministériel avec un statut particulier en tant que membre du SSP et donc avec une indépendance forte. Mais au-delà de la production statistique, effectivement, le CE, je dirais, est l'organisme qui est chargé donc d'évaluer le système éducatif avec toutes les garanties en matière d'indépendance, parce que le conseil d'évaluation de l'école, c'est un conseil avec 14 membres, et on a dans le conseil des députés, des sénateurs et des personnalités qualifiées qui sont désignés par l'Institut de France, par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Et moi, je suis responsable de l'équipe d'expertise qui alimente les travaux du Conseil, mais on a une organisation qui est censée, je dirais, et qui assure l'indépendance du débat. Et d'ailleurs, il y a parfois des échanges au sein du Conseil, je dirais, nourris sur différents sujets. S'agissant de la participation des enseignants, je dirais qu'on a dans quelques académies des enseignants qui participent à des évaluations externes. Alors, dans le premier degré, avec le statut des enseignants et des directeurs d'école, la question se pose pas. On a plein d'enseignants qui sont impliqués dès l'auto-évaluation et de manière très active. Dans le second degré, c'est un peu différent avec les personnels de direction, mais on a quand même donc, des enseignants qui participent à la phase d'auto-évaluation, donc, qui est, je dirais, en général piloté, qui est piloté par le chef d'établissement, mais on a même des enseignants qui participent à une évaluation externe, c'est-à-dire qu'ils vont dans un autre établissement et qui apportent leur regard, confrontent les données, écoutent les élèves, les parents, etc. Et alors, c'est marginal aujourd'hui, mais on a quelques enseignants qui prennent, qui prennent beaucoup d'intérêt. J'ai même été étonné une fois sur le terrain parce qu'on pensait que la personne préparait le concours de personnel de direction. Et l'enseignante nous disait non, pas du tout, en fait. Je trouve ça intéressant de questionner les actions qui ont été mises en œuvre et les effets attendus, visibles ou pas. Donc, voilà, je dirais que si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à l'adresse du conseil d'évaluation de l'école et on pourrait vous rediriger vers le référent de votre académie. Du coup, moi, je vais rebondir sur toutes les questions, enfin, sur la question des études d'impact et puis un peu l'indépendance des acteurs et de ne pas être juge et partie. Nous, on a, bon, tous nos modules ont été faits en collaboration avec des chercheurs, qui sont des chercheurs bien sûr externes à nos outils. Et puis, bon, ces chercheurs veulent mettre en place dans le module leurs recherches, mais veulent aussi évaluer à la fin si ces recherches sont bien atterries dans le terrain. Puis, comme j'évoquais il y a bien longtemps, les recherches sont faites dans un cadre bien spécifique et puis c'est toujours intéressant de voir dans le contexte de l'école comment ça atterrit, comment est-ce que ça atterrit de la même façon que l'on veut. Alors il y a ces chercheurs qui font des études sur nos outils, donc on a une étude sur Adaptive Maths en cycle 2, une étude sur Adaptive Fraction qui est un nouveau module sur les fractions qui est ouvert aux enseignants du cycle 3. Et puis, on a une étude avec IDE, justement, qui est une instance externe sur MIA seconde,
Donc, il y a ça. Sachant que aussi, ces deux études, les deux études adaptives maths, cycle 2 et adaptive fraction, cycle 3, ont un volet international parce qu'on va étudier si, avec une instance qui est externe aussi, qui s'appelle WESTED, qui est un organisme qui a pour but d'évaluer les outils numériques aux États-Unis. Et du coup, l'idée, c'est de faire aussi une étude un peu cross-culturelle, de voir si les outils, selon les cultures, selon les modes d'apprentissage, sont utilisés de la même façon, sont s'appropriés de la même façon et ont un impact qui est le même selon les cultures. Donc, voilà. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des questions aussi un peu sur le pré et le post. Je pense potentiellement que c'était... ça rebondissait par rapport à ce que vous avez évoqué, Clément, ou c'était peut-être Mustapha, sur les outils d'évaluation, d'auto-évaluation. Je pense que c'est intéressant aussi d'évoquer un peu qu'est-ce que représente un pré et un post. Très bien. Eh bien, merci, merci beaucoup. Alors, le temps qui nous était imparti, vous êtes parfait dans le timing. Margot, vous avez arrêté à la minute près. Donc, voilà, il va être temps de clôturer la table ronde. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas avoir l'ambition ni la prétention de vouloir résumer tout ce qui a été dit en quelques secondes. Donc peut-être que si vous voulez l'un ou l'autre des intervenants dire ou préciser un point qui n'a pas pu être évoqué durant cette heure-là, on peut vous laisser peut-être la parole une petite minute chacun pour clôturer ou élargir. Voilà, sur des perspectives peut-être. Alors, une petite piste, je sais que là, vous avez évoqué la question de la temporalité du temps long et la question de suivi de cohorte. Donc voilà, c'est en termes d'élargissement. Peut-être un mot là-dessus, Mustapha, si vous voulez bien commencer et conclure. Merci. Oui, donc j'allais saisir l'adresse du Conseil d'évaluation d'école sur le chat pour que ceux qui seraient intéressés puissent nous contacter. Oui, effectivement, rebondir sur cette idée qui me semble, moi, cruciale, c'est-à-dire celle des suivis de cohorte et des parcours. Elle est cruciale de mon point de vue à la fois au niveau de l'établissement, mais aussi à un niveau plus systémique à l'échelle de l'ensemble du système éducatif, parce que je pense que l'identité d'un établissement se construit aussi parce que ce sont devenus des anciens élèves. Et d'ailleurs, on a tous en tête, dans des grands lycées que je nommerai pas, le système des alumni, ou dans les grandes écoles. Et en fait, ça fonctionne parfois, donc même dans le second degré. Et donc, en fait, développer l'identité d'un établissement par ces informations sur ce que sont devenus les anciens, ça me semble tout à fait intéressant, et y compris pour les enseignants. Quand on va sur le terrain et qu'on demande aux enseignants s'ils s'intéressent à ce que deviennent leurs élèves, ils nous disent souvent que oui, mais malheureusement, il y a un biais parce que ceux qui viennent les voir sont en général les meilleurs et qui sont preneurs d'informations sur tous les élèves qu'ils ont eus pour avoir une vision la moins biaisée des devenirs de leurs élèves. Et à un niveau plus systémique, les questions d'équité, d'inéquité, elles se jouent aussi sur le temps long. J'évoque souvent l'exemple, par exemple, d'une cohorte de médecins, d'internes, combien sont issus d'éducation prioritaire. C'est une question d'équité globale. Et je dirais, si l'éducation prioritaire n'était pas à son niveau du second degré, c'est-à-dire 20% des élèves dans les cohortes de médecins, c'est qu'il y a un problème d'équité. Et voilà, donc ces questions de cohorte me semblent cruciales. Et encore une fois, y compris pour les pratiques, y compris pour les enseignants qui peuvent avoir des méthodes pédagogiques efficaces pour avoir le brevet, mais peut-être pas, qui ne préparent peut-être pas suffisamment au lycée. Et donc, c'est toujours important de s'inscrire dans cette dynamique-là. Merci Margot. Est-ce que vous voulez compléter? Sinon, on peut conclure hein, comme le temps. Je ne veux pas forcer du tout la main, mais comme l'heure est passée vite, voilà, s'il y a une dernière petite chose que vous voulez dire avant de quitter le webinaire. Non, juste participer aux études si c'est possible pour vous, et je pense que ça peut toujours être un moment d'enrichissement mutuel. Merci.
et Clémence? Oui, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Effectivement, je pense n'hésitez pas aussi à lire la documentation de vulgarisation qui peut se trouver sur aussi bien par les publications de l'ADEPE que ce que fait le Conseil d'évaluation d'école, que ce qu'on propose au sein du programme IDE. On essaie de rendre accessibles tous les résultats de la recherche aux enseignants. Donc, je vous invite à se documenter sur le site. D'accord, merci. Et ben, on mettra des liens en tout cas sur le site du QFP pédagogique. On fera donc un article qui rendra compte des échanges. On y mettra divers liens. Et voilà, j'en profite aussi pour préciser que dans le café pédagogique, nous relayons beaucoup les notes d'information de l'ADEPE. Encore ce matin, c'était à la une sur la question des effectifs. Et oui, effectivement, c'est ce lien-là avec les travaux statistiques de réflexion et de recherche sont précieux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je vais peut-être laisser Maud Richardot là, si vous voulez clôturer à table ronde. Merci à vous. Je prends juste la parole pour save the date pour le mois prochain, c'est-à-dire que je voulais juste anticiper que la prochaine conférence avant les vacances de Noël, elle va être le mardi 17 à 18h, donc on revient dans l'horaire classique. Et la thématique, elle va être intelligence artificielle et éthique. Donc voilà, on reviendra vers vous avec les infos sur les invités et la thématique plus précise. Et voilà, donc... Merci à toutes et tous et merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants pour leur participation et leur investissement sur ce débat. Et merci au café pédagogique. Merci beaucoup. Au revoir, merci à tout le monde. Bonne journée.